just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. If I can realize certain things in my work, I come the closest to being happy, and I can say that also about my life. Well, it only happens, I think, in moments, sometimes when I'm working, and I'll be able to fulfill a scene truthfully, and then I think I'm the happiest. Mais qui étiez-vous donc, mademoiselle Monroe? Qui peut répondre à cette question? Tout le monde et personne à la fois. Complexe, tourmentée, capable de passer de l'euphorie à des abîmes de désespoir. Une jeune fille perdue, Norma Jean Baker, qui a créé une légende, Marilyn. Une légende qui l'a aidée à exister aux yeux du monde, à ne plus être une orpheline anonyme abandonnée de tous, mais une légende qui finira par l'étouffer. Une image dans laquelle elle s'est elle-même perdue finalement. Ceux qui seront les témoins de tous ces visages seront bien souvent des photographes qui auront la chance de la rencontrer. Cette chance-là, Douglas Kirkland l'a eue à 3 reprises. Il va la photographier et elle lui donnera 3 visages différents. Celui d'une femme simple et amicale, d'une icône vivante et sensuelle, et puis celui d'une femme sombre, fragile et désespérée. Voici justement le premier chapitre de cette histoire, symptomatique de cette complexité si envoûtante. Dans 8 mois, Marilyn Monroe disparaîtra. Elle a aujourd'hui rendez-vous avec le photographe. Le soir du 14 novembre 1961, le jeune photographe Douglas Kirkland se rend chez Marilyn Monroe dans son appartement de Los Angeles. C'était assez surprenant. Ça ressemblait à une chambre de motel ou une petite chambre d'hôtel. Marilyn Monroe elle-même étonne le photographe par sa simplicité. Elle n'était pas l'immense star que je m'attendais à voir ce soir-là. Elle était très sympathique. Elle aurait pu être ma sœur. Ce soir-là, l'actrice et Douglas Kirkland préparent une séance photo pour les 25 ans du magazine Look, dont elle est l'invitée spéciale. Elle a dit « Je sais ce qu'on devrait faire. Il faudrait un lit. Vous me regarderiez d'en haut, au-dessus du lit, et je ne porterai rien d'autre qu'un drap de soie blanc. » Sans projet de film, Marilyn Monroe se consacre à l'exercice qui, au fond, lui a toujours le mieux réussi et qui lui a peut-être donné ses plus grands rôles, la photographie de studio. C'est là qu'elle se retrouve elle-même et qu'elle se donne totalement. C'était plus simple pour elle. Elle n'avait pas à mémoriser un texte, des positions. Tu marches comme ci et tu tournes comme ça. Elle pouvait être plus créative. Mais le soir de la séance photo, Marilyn Monroe ne se présente pas au studio à l'heure prévue. Douglas et son équipe s'impatientent, s'inquiètent. Mais lorsque 2 heures plus tard, elle arrive enfin, l'effet sera celui d'une apparition. Elle était lumineuse, éclatante, très blanche. C'était soudain une personne totalement différente. Elle n'avait même plus la même voix que celle que j'avais entendue 2 ou 3 nuits plus tôt. Maintenant, elle était une superstar. Elle était la Marilyn que le monde connaissait et aimait. Elle était sexuelle. Cela émanait de tous les pores de son corps. Je n'ai pas vraiment d'explication, mais Marilyn était capable de se transformer en Marilyn. Et peut-être était-ce ce qui la mettait toujours en retard, parce qu'elle devait disparaître elle-même pour devenir Marilyn. Pour cette séance, l'actrice a voulu du champagne et de la musique de Frank Sinatra. Et après quelques clichés, elle formule une nouvelle demande, plus étonnante. Elle a dit « Je veux être seule avec ce garçon. Je trouve que cela marche mieux ainsi. » Ils sont tous partis et me voilà seule avec Marilyn.
et je suis juste au-dessus d'elle. Et là, elle me dit, « Pourquoi ne descends-tu pas ici avec moi ?» Le jeune photographe répond à l'invitation de Marilyn, mais pas tout à fait comme elle l'imaginait. Au lieu de la toucher, de lui faire quoi que ce soit, j'ai plongé mon œil dans mon appareil photo et j'ai continué de la photographier sans m'arrêter, comme si je n'avais pas vraiment compris ce qu'elle m'avait proposé. J'ai mis tout le désir que j'avais ce soir-là dans l'appareil. Nous avons fait l'amour, mais il y avait un appareil photo entre nous. Le lendemain, quelque chose a changé. Lorsque le photographe se présente à nouveau chez Marilyn Monroe pour lui montrer les clichés, elle le laisse attendre longtemps à la porte, avant de lui ouvrir enfin, méconnaissable. Une autre Marilyn, une personne totalement différente, portant des lunettes noires, un foulard sur les cheveux. Elle n'était plus la Marilyn Monroe glamour, elle n'était plus non plus la Marilyn Monroe amicale que j'avais rencontrée le premier soir. Je ne sais pas ce qu'il s'était passé, mais quelque chose s'était mal passé. Un appel, un événement, une tristesse, quelque chose qui soudain l'avait plongée dans une profonde dépression. Et c'est donc à contre-cœur que Marilyn se penche sur les photos de Douglas Kirkland. Elle les a parcourues très vite, elle n'avait toujours pas l'air bien. Elle était inamicale, je ne dirais pas hostile, mais pas bien. Elle s'est excusée et absentée quelques minutes. Puis elle est revenue, elle a enlevé ses lunettes noires et a commencé à regarder plus attentivement. Elle a fait des croix sur les photos qu'elle n'aimait pas, des étoiles sur les quelques-unes qu'elle aimait, mais elle ne semblait pas très contente au début. Alors, elle les a parcourues une troisième fois, en mettant de côté celles qu'elle n'avait pas aimées, et elle a commencé à voir enfin des photos qui lui plaisaient. Elle a dit « Regardez cette fille, elle serre un homme dans ses bras. N'importe quel homme au monde voudrait être dans ses bras. » À la vue de quelques images qui lui plaisent, Marilyn sort momentanément de son humeur sombre. Mais elle sait maintenant combien cette satisfaction narcissique est éphémère et ne suffit plus à donner sens à son existence. Le drame, c'est qu'effectivement, elle avait besoin de se constituer cette image pour exister, pour exister dans le regard des hommes, dans le regard des spectateurs de cinéma, dans le regard des réalisateurs. Et puis à un moment donné, elle se rend compte que c'est pas ça, exister. Exister, c'est exister pour soi-même. C'est pas se regarder dans le miroir d'une caméra ou d'un appareil photographique. Constamment en quête d'elle-même, l'actrice tient des carnets où elle consigne ses humeurs, ses réflexions, ses doutes surtout. Le corps, finalement, l'empêchait de parler, c'est-à-dire parler à sa place, quoi. C'était comme si elle disait « il y a mon corps et puis il y a moi ». Celle que je suis à l'intérieur, vous ne la connaîtrez jamais, pour une raison très, très forte, c'est que moi-même, je ne la connais pas. Pourquoi ai-je ce sentiment que les choses n'arrivent pas vraiment, mais que je joue un rôle? Pourquoi est-ce que je me sens moins un être humain que les autres? Cette femme se cherchait elle-même à travers les mots et se perdait, au contraire, dans sa propre image, telle qu'on la lui renvoyait sans cesse. Autre moment de vérité de Marilyn, plus méconnu, l'écriture. Elle a pris pour habitude d'écrire des carnets, des poèmes ou de simples fragments parfois, comme un élan, un cri qui apparaît parfois aussi comme la seule continuité de cette femme à la dérive. Des écrits qui révèlent aussi une autre facette de sa personnalité, une femme plus profonde, plus cultivée que l'image superficielle et réductrice qu'on a trop souvent donnée d'elle. Marilyn a constamment tenté de prendre son destin en main, d'accéder à sa vérité et de montrer qui elle était réellement. La première illustration de tout cela remonte peut-être à la fin de l'année 1954. À 28 ans, la star hollywoodienne est déjà mondialement connue pour ses photos et pour ses films à succès comme Niagara, Les hommes préfèrent les blondes ou Comment épouser un millionnaire. Elle décide pourtant de tout quitter pour changer de vie et d'image. I would like very much to be a fine actress, a true actress, that's what I mean by fine, a real actress. I would like to be happy, but who's happy? I think trying to be happy is almost as difficult as
trying to be a good actress. Le soir du 16 décembre 1954, Marilyn Monroe, alors au fait de sa gloire à Hollywood, quitte Los Angeles dans le plus grand secret. Elle quitte Hollywood, elle prend un avion sous un nom d'emprunt, Zelda Zhang. Elle portait une perruque brune pour ne pas être reconnue. C'est un plan d'évasion quasiment qui a été mis au point pour elle. Elle va à New York dans le but très précis de se former. Norma Jean Baker veut s'affranchir de la Marilyn hollywoodienne, cette créature qu'elle a elle-même forgée, mais qu'elle veut maintenant libérer de la toute-puissance des grands studios de cinéma. Elle est venue à New York pour changer sa vie. Marilyn ne supportait plus de jouer la blonde stupide dans les films. Elle veut vraiment montrer qu'elle peut jouer des textes. Elle a envie de jouer des textes. Et il lui faut d'abord se former. Alors la comédienne va s'adresser à l'un des fondateurs de l'Actors Studio, à New York, le professeur Lee Strasberg. Elle a décidé de travailler avec Lee Strasberg parce qu'il était alors considéré comme le meilleur professeur de théâtre au monde. Elle est arrivée, le cœur sur la main, en disant « S'il vous plaît, aidez-moi. Je crois que vous êtes les personnes qui vont me permettre de devenir celle que j'aimerais être. » En se formant dans cette école réputée, Marilyn Monroe met sa carrière entre parenthèses pour changer enfin d'image. Elle va humblement intégrer l'Actors Studio où là, on lui demande de jouer devant tout le monde, devant d'autres élèves qui au départ sont quand même plutôt hilas, plutôt méfiants et pas très favorables. Car à New York, la capitale intellectuelle des États-Unis, la star hollywoodienne n'inspire pas vraiment le respect, et elle le sait. Vraiment, ce que les acteurs new-yorkais pensaient alors, c'était « Vous plaisantez, Marilyn Monroe? De quoi vous parlez là? Des comédies stupides, bien sûr. Formidable, formidable, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire ici. » C'était ça le consensus parmi les acteurs sérieux. Mais Lee Strasberg, lui, va prendre très au sérieux le désir de Marilyn Monroe. Elle voulait être reconnue et respectée comme actrice. Et mon père pensait qu'elle pouvait. Marilyn qui arrive chez Strasberg, c'est vraiment offrir à Strasberg un énorme gâteau. Marilyn Monroe devient une élève assidue et très vite la relation avec son professeur se poursuit au-delà des portes de l'Actors Studio. Lee Strasberg perçoit la fragilité de l'actrice et la prend sous sa protection. Marilyn était quelqu'un de très blessé. Et mon père adorait les gens blessés. Et il incite d'ailleurs l'actrice à s'engager dans une psychanalyse pour être au plus près des personnages qu'elle interprète. Sometimes, the work is so, you try to be true, and you feel sometimes it's on the verge of a kind of craziness, but it isn't really craziness. It's really getting the truest part of yourself out, and it's very hard, Marilyn Monroe avait été tellement loin dans la création d'un personnage public que c'était devenu sa personnalité. Je crois que l'analyse psychologique dans laquelle Strasberg lui avait demandé de s'engager l'a plongée dans un abîme. Parce qu'elle avait tellement de masques auxquels elle s'identifiait qu'elle ne savait vraiment plus où était la réalité. I think probably he changed my life more than any other human being that I've met. Lee Strasberg. Et Marilyn Monroe va trouver chez les Strasberg une famille modèle. Un père, une mère, 2 enfants. Cette famille qu'elle n'a elle-même jamais eue. Elle était toujours en train de chercher une famille. Toujours. Elle avait grandi plus ou moins comme une orpheline, même si sa mère était vivante et même si son père était quelque part dans le monde. Et là, elle pouvait être à la table familiale, avoir le sentiment de faire partie de la famille. Elle avait besoin d'appartenir à quelque chose.
Et c'est dans cette famille que Marilyn Monroe trouve refuge dans ses moments d'abattement. Elle dort même dans la chambre de John, le jeune adolescent, et elle le réveille dans ses nuits d'insomnie. Elle arrivait à quatre pattes, parce que, évidemment, elle prenait des drogues. Elle disait, Johnny, est-ce que je peux rester avec toi? Et on restait sur le sofa, je ne sais pas combien de temps. Elle parlait, elle était droguée. Lee Strasberg va donc s'occuper de Marilyn Monroe comme on s'occuperait d'une petite fille. Elle n'arrivait pas à dormir. Et Lee Strasberg la prenait dans ses bras, lui parlait, la berçait, jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin. Mon père était assis à côté d'elle, sur le lit, en train de chanter Go to sleep, my dusky baby. Lee Strasberg est pour elle comme un père, et sa femme Paula va à son tour devenir une figure maternelle pour Marilyn. Tout cela va finir par bouleverser l'équilibre de la famille, car l'actrice est peu à peu devenue une sorte de fille préférée du couple. C'est une femme qui demande en permanence attention, affection, intérêt, soutien, protection, assurance, confort, amour, bien sûr. Elle a pris la place. C'est un enfant terrible. Marilyn est capable de littéralement prendre le pouvoir sur la famille, au point qu'ils ne s'occupent plus vraiment de leurs propres enfants, parce que toute leur énergie, tout leur temps est consacré à Marilyn. En s'installant à New York, Marilyn a trouvé une véritable famille. Elle lui a ouvert les portes de l'élite intellectuelle de la côte Est. Et elle va lui permettre de retrouver un homme, croisé quelques années plus tôt sur un tournage. Son nom, Arthur Miller. Il est dramaturge. Ils se complétaient très profondément. Chacun représentait pour l'autre la part inaboutie de lui-même. Lui, c'est le fantasme intellectuel. Elle, c'est le fantasme, je pense, vraiment de la femme idéale. Ils sont tombés amoureux, comme cela arrive à ceux qui sont persuadés d'avoir rencontré leur âme sœur. Celui ou celle qui va donner sens à leur vie. Et un an plus tard, le 29 juin 1956, Marilyn Monroe se marie pour la 3e fois. Son union avec Arthur Miller fascine les médias. Miss Monroe, could you tell us what kind of a wedding you're going to have? Very quiet, I hope. Le sexe symbole épouse l'intellectuel. C'était les gros titres. C'est le mariage le plus improbable qui soit. Marilyn Monroe est persuadée qu'avec Arthur Miller, elle se rapproche enfin de la vie à laquelle elle aspire. Tous deux pensaient qu'ils allaient faire cette parfaite union de l'actrice et du grand écrivain. Arthur Miller, c'est un homme qui a justement ce qu'elle n'a pas, c'est-à-dire un intérieur, au sens d'un appartement, avec des livres, avec une bibliothèque, avec une continuité, tout ce qui fait défaut à Marilyn. Et c'est sans doute aussi une figure paternelle. Elle va toujours chercher chez ses maris des pères de substitution. Elle va tous les appeler papa quand même. C'est tous, hein. Dad, daddy, pa. Elle, la petite orpheline en vivant avec Arthur Miller, elle avait un sentiment d'accomplissement et de respectabilité. Le couple s'installe dans un appartement de la 57e rue à Manhattan. Marilyn Monroe se pose pour la première fois de sa vie. Elle fait des projets. Mais très vite, une découverte va bouleverser ce nouvel équilibre. Marilyn a trouvé un journal intime, très peu de temps après leur mariage. Arthur Miller exprime ses doutes et même ses regrets sur leur mariage en disant qu'ils ne font pas partie du même monde, qu'elle ne le comprend pas, qu'elle n'a pas les mêmes valeurs. Il pensait qu'il avait épousé une princesse, mais il a réalisé qu'elle n'était pas une princesse. Ça a brisé le cœur de Marilyn. Elle se sent alors doublement trahie, quoi, je veux dire. Comme femme, comme amoureuse,
et socialement. Et dans ses carnets, quelques semaines plus tard, comme en réponse au journal d'Arthur Miller, Marilyn exprime son désenchantement. Je pense que j'ai toujours été profondément effrayée à l'idée d'être la femme de quelqu'un, car j'ai appris de la vie qu'on ne peut aimer l'autre. Jamais, vraiment. Marilyn a vite perdu l'innocence amoureuse des débuts. Mais les époux surmontent cette déception initiale et restent au fil des ans un couple emblématique, constamment poursuivi par les caméras. À 34 ans, une nouvelle fois fragilisée, Marilyn attend toujours le rôle qui fera d'elle une actrice dramatique. Et c'est justement cet homme en qui elle avait fondé tant d'espoir qui va lui apporter le scénario de cette métamorphose. Arthur Miller a écrit une histoire forte, intense, une histoire qui ressemble peut-être un peu trop à Marilyn. Le mercredi 20 juillet 1960, en début d'après-midi, Arthur Miller vient chercher Marilyn à l'aéroport de Reno, dans le Nevada. Reno était une ville où l'on venait essentiellement pour jouer au casino et pour divorcer. Mais si Marilyn est là, c'est pour le tournage d'un film, Les Misfits, qu'Arthur Miller écrit pour elle depuis plus de 2 ans. C'est enfin son premier vrai rôle dramatique. Elle se battait depuis si longtemps pour être considérée sérieusement en tant qu'actrice. C'était une manière de montrer au monde de quoi elle était capable. Le plus beau cadeau d'Arthur Miller à sa femme est peut-être d'avoir convaincu Clark Gable de tenir le rôle principal. Marilyn Monroe partage donc l'affiche avec cet homme qu'elle idéalise depuis longtemps. Clark Gable, I used to always think of him as my father, but I always pretended he was my father. I was just 7 years old and he was a very young man, and I thought that's how I wanted my father to look. Elle n'a jamais rencontré son père. Elle ne savait pas qui il était. Jusqu'à ce jour, personne n'a jamais été capable de trouver qui aurait pu être son père. Et son rêve devenait réalité avec le film d'Arthur Miller. Le rôle qu'elle attendait, avec un partenaire dont elle rêvait, tout aurait dû être radieux pour Marilyn. Et pourtant, sur le tournage, tout le monde se rend compte que l'actrice a des relations compliquées avec Arthur Miller. C'est un couple qui bat déjà de l'aile à ce moment-là et depuis un bon moment. Marilyn sort de son idylle avec Yves Montand. Elle aurait cru qu'Yves Montand quitterait son épouse Simone Signoret pour elle, et il s'est passé le contraire. Yves Montand est reparti en France, donc elle est blessée extrêmement. Les espoirs du couple ont aussi été abîmés par les fausses couches successives de Marilyn. Elle avait toujours voulu avoir un enfant, mais au dernier moment, le corps rejetait le bébé. Il y a cette forme d'échec-là avec Arthur Miller. Le tournage commence, mais très vite, Marilyn ne se sent pas à l'aise avec son personnage. Elle a le sentiment qu'Arthur Miller a pillé son histoire pour écrire ce rôle de Roselyne. Arthur Miller va énormément se servir d'éléments de l'intimité du couple et de l'intimité de Marilyn Monroe pour construire le personnage de Roselyne. Et donc elle va se sentir complètement dessaisie et dévoilée dans cette intimité. Marilyn Monroe va petit à petit se rendre compte, en jouant ce rôle, de l'image que son mari a d'elle, qui est une femme perturbée, immature, dure, et ce rôle va être terrible pour elle. Ce personnage de Roselyne, qui est une femme brisée, triste, qui a jamais eu de chance avec les hommes, qui essaye de séduire tout le monde, qui boit, qui adore les animaux, etc., qui n'a pas eu d'enfant, c'est elle, évidemment c'est elle. Un personnage d'autant plus dur à interpréter pour Marilyn qu'il la renvoie très directement à ses blessures d'enfance. You know, the trouble is I always end up back where I started. Never had anybody much. Here I am. Well, you had your mother, didn't you? How do you have somebody who disappears all the time? They both weren't there. She'd go off with a patient for 3 months, and you know how long 3 months is to a kid. C'est du cinéma réalité. Elle ne fait que raconter sa propre vie.
Elle n'a effectivement vécu avec sa mère que 2 mois. Le reste du temps, elle était placée dans des familles d'accueil. I never lived with my mother. When I was 8, my mother did buy a home, but I didn't see her very often. We only had a home for about, maybe, I don't even think it was 3 months. Sa mère a bien essayé de l'élever, mais c'était trop difficile pour elle. Et elle a fait une dépression nerveuse. Elle s'est mariée de nombreuses fois, a beaucoup déménagé. Elle souffrait elle-même de troubles psychiatriques. Pendant le tournage, dans ces moments de solitude, l'actrice revit les heures sombres de son passé, avec ce drame fondateur, celui de la petite Norma Jean placée à 9 ans dans un orphelinat. I refused to go into the orphan's home, and I put my feet down on the sidewalk, and they had to drag me in. I said, I'm not an orphan. And so, I thought, well, she's dead somewhere. L'enfance de Marilyn a été terrible. Elle a été dévastatrice pour elle. Elle n'a jamais pu trouver une position dans la vie à partir de laquelle elle pourrait se situer. Miller s'est dit que cette première nuit à l'orphelinat a dû être le moment où elle a perdu à jamais sa joie de vivre. Il y a quelque chose de profondément cruel de sa part, même si c'est involontaire. Il sert de tout ce qui sait d'elle, c'est-à-dire son enfance détruite, malheureuse, une mère folle, et des souvenirs qui n'ont cessé de la hanter. Alors le tournage des Misfits va exacerber toutes les tensions entre Marilyn Monroe et Arthur Miller, au point que le couple finit par prendre des chambres d'hôtel séparées. Ce film va marquer vraiment, définitivement la fin de leur mariage. Elle ne voulait pas le voir, elle s'enfermait dans sa chambre d'hôtel pour pleurer et hurler. C'était le début de la période la plus solitaire de la vie de Marilyn Monroe. Recluse dans sa chambre d'hôtel, Marilyn ne trouve plus que jamais refuge dans les médicaments. Elle était rongée par le Nambutal, un barbiturique, et beaucoup d'autres choses. Elle buvait tout le temps, elle était vraiment dans un état épouvantable. Elle n'arrivait pas à se lever le matin, il lui fallait énormément de temps, prendre des médicaments pour se réveiller. Elle était connue pour n'être jamais à l'heure. Mais c'est sur ce tournage que ses retards sont devenus légendaires. Le rythme du tournage est alors entièrement soumis aux humeurs de l'actrice principale. Les gens étaient ennuyés. Ils espéraient d'abord qu'elle arrive, mais parfois lorsqu'elle finissait par arriver, elle était en très mauvais état. Avant de pouvoir entrer sur le plateau, elle devait entrer dans ce camouflage, celui de la Marilyn Monroe que le monde connaissait. Mais à l'intérieur d'elle, elle ne voulait pas voir ces gens, ces lumières, et tout ce monde qui la regardait. Alors elle se trompait, tout le monde lui en voulait, tout le monde la détestait, mais elle essayait à nouveau et recommençait de toute façon. C'est comme ça que Marilyn travaillait à ce moment-là. À l'époque, son seul soutien est celle qui est devenue sa coach, la femme de Lee Strasberg, Paula. Elle était toujours là, dans la chaleur du désert. Elle était habillée en noir corbeau, comme une figure religieuse. De toute évidence, elle était importante pour Marilyn. Paula Strasberg protégeait Marilyn du monde extérieur. Elle était comme la méchante sorcière et personne ne l'aimait sur le plateau. Parce que lorsqu'on finissait de tourner une scène, Marilyn ne regardait pas le réalisateur pour lui demander « ça te convient ?» Non, c'est Paula Strasberg qu'elle regardait. Et 9 fois sur 10, Paula disait « non, faisons une nouvelle prise ». Marilyn tente de se concentrer, de travailler, mais elle ne semble plus être que l'ombre d'elle-même. Sa peau est très abîmée et ses cheveux ont été tellement décolorés pendant des années. Pour gagner du temps, ils avaient des perruques pour elle, qu'ils n'avaient plus qu'à glisser sur sa tête. Comme ça, il n'y avait pas à faire la coiffure en plus du maquillage. La plupart du temps, ce n'était donc pas ses cheveux, mais une perruque. À la fin du mois d'août 1960, le réalisateur John Huston impose une interruption du tournage. Marilyn rentre à Los Angeles pour se faire soigner.
Il est allé voir Arthur Miller et il lui a dit « Tu dois faire quelque chose pour ta femme. J'ai bien peur qu'elle ne meure en plein milieu du tournage. » Et Miller a répondu « Je ne peux rien faire. » La question est de savoir si ce film va pouvoir être achevé, parce qu'on en est arrivé au point où il pourrait bien être tout simplement annulé. Houston l'a envoyé en cure de désintoxication. Elle est hospitalisée pendant une semaine. Elle est vraiment très mal à ce moment-là, ouais. Marilyn finit par revenir sur le plateau après son hospitalisation. Elle va chercher au fond d'elle-même la force de tourner une scène qui va la faire flirter avec sa propre folie. Son personnage va hurler sa colère en voyant Clark Gable et ses amis capturer ce cheval, destiné à être abattu. C'est pas une scène de cinéma, quoi. C'est autre chose. Il y a quelque chose qui sort incroyablement d'elle. Il y a quelque chose dans cette voix de cassé qui vient des profondeurs de Marilyn Monroe. 15 jours après la fin du tournage, en novembre 1960, Clark Gable meurt d'une crise cardiaque. Une nouvelle blessure pour Marilyn. Il avait travaillé très dur dans le désert, avec une chaleur terrible, dans des conditions rendues plus difficiles encore par les problèmes qu'elle posait à la production. La presse va se déchaîner et dire que les caprices de Marilyn Monroe, les retards pris sur le tournage ont joué sur la santé de Clark Gable. Elle s'est, je crois, sentie terriblement coupable. Elle a presque l'impression qu'on l'accuse d'avoir tué son père à travers Clark Gable. Do I feel happy in life? Let's see. Let's say I hope I'm finding happiness. Right? Clark Gable s'en va et d'une autre manière, Arthur Miller également. Au début de l'année 61, Marilyn divorce pour la 3e fois. À cela, il faut ajouter l'échec des Misfits, échec commercial et critiques assassines qui font sombrer la comédienne dans une profonde dépression. Alors qu'elle est au bord du précipice, l'un de ses médecins va prendre pour elle une décision radicale. Le 5 février 1961, Marilyn Monroe, à bout de force, est admise au New York Hospital sur les conseils de sa psychiatre, le docteur Marianne Chris. Marilyn menaçait constamment de se suicider, brisait des choses dans son appartement. Elle buvait beaucoup trop et prenait beaucoup trop de médicaments. Le docteur Chris lui prescrit une cure de repos, ce qui est parfaitement approprié. Marilyn pensait qu'elle allait là-bas simplement pour se reposer et se désintoxiquer. Mais les choses ne se passent pas du tout comme elle l'avait envisagé. La psychiatre décide de l'isoler complètement et elle l'a fait interner dans un service de psychiatrie, une unité fermée. Il ne s'agit pas du tout d'une maison de repos et quand elle s'en rend compte, il est trop tard. Marilyn se retrouve enfermée dans une cellule. Elle est en fait hospitalisée dans la section psychiatrique de l'hôpital, la Payne Whitney Clinic. On m'a interrogée après m'avoir mise dans une cellule. Tout était barricadé et sous clé. Il y avait des barreaux partout, autour des lampes, sur les armoires, aux toilettes, aux fenêtres. Et les portes étaient équipées de petites fenêtres pour que les malades soient visibles tout le temps. C'est une erreur de traitement. Enfin, on a appliqué à une femme qui souffrait de traumatisme psychologique grave, de dépression grave, un traitement de fou furieux. Quand on vous décrète fou, c'est l'atrocité totale, parce que vous ne pouvez jamais démontrer que vous n'êtes pas fou. Et elle sent quelque chose qui se referme sur elle, un piège. Isolée dans la chambre de cet hôpital, Marilyn se retrouve soudain confrontée à sa plus profonde terreur, celle de succomber à la démence familiale.
La folie la hante depuis le début. Elle a vu sa grand-mère devenir folle quand elle était toute petite, se faire emmener par des infirmiers un matin. Elle a vu sa mère devenir folle. Elle sait que la folie hante sa famille. Elle est persuadée que c'est héréditaire et qu'elle aussi, elle va forcément, à un moment donné, finir cinglée dans un asile. Marilyn n'a donc plus de contact avec l'extérieur. Elle ne peut décider de sa sortie. Elle réussit tout de même à griffonner un mot qu'elle fait parvenir à ses amis, Lee et Paula Strasberg. Chère Lee et Paula, le docteur Chris m'a fait admettre au New York Hospital. Je suis enfermée avec tous ces pauvres fous. Je suis sûre de finir folle si je reste dans ce cauchemar. S'il vous plaît, Lee, aidez-moi. C'est le dernier endroit où je devrais être. Ils n'ont pas pu la faire sortir, même s'ils ont essayé, parce qu'ils n'étaient pas membres de sa famille. Après 5 jours d'enfermement, Marilyn est autorisée à passer un seul coup de téléphone. Et c'est son deuxième mari, Joe DiMaggio, une star du baseball, qu'elle appelle. Lui pouvait revendiquer avoir été marié avec elle. Il a menacé de démolir le bâtiment brique par brique. Et je crois qu'à ce moment-là, ils ont cédé. C'était un grand homme, avec des mains énormes. C'est comme ça qu'il l'a finalement sorti de là. Il va la transférer là où elle devait effectivement être, c'est-à-dire dans un hôpital pour une cure de repos. Marilyn passe 3 semaines dans ce nouvel hôpital, celui de l'Université de Columbia, bien mieux adapté à son état. Et à sa sortie, le 5 mars 1961, des nuées de journalistes l'attendent. L'actrice offre ce visage souriant, mais quelque chose en elle a définitivement changé. Elle a été dévastée par cet épisode à la clinique Payne Whitney. Elle ne s'en est jamais remise. Quelques mois plus tard, à l'été 1961, elle écrit ce fragment dans ses carnets. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Je sens la vie qui se rapproche, alors que tout ce que je veux, c'est mourir. Marilyn Monroe quitte New York, la ville en qui elle avait mis tant d'espoir pour changer d'image. Elle retourne sur la côte ouest. Elle se sait fragile et ne peut plus vivre sans l'aide d'un thérapeute. À Los Angeles, elle va désormais confier son âme et ses espoirs de rémission au psychiatre Ralph Grinson. Ralph Grinson était considéré comme le meilleur expert au monde en pratique psychanalytique. Vraiment le meilleur expert au monde. Et comme Lee Strasberg l'avait fait à New York, le psychanalyste décide de prendre en charge très sérieusement le cas de sa patiente. Il a essayé, plus que quiconque, de sauver Marilyn Monroe de la catastrophe vers laquelle elle se dirigeait. Il pensait qu'aucune méthode ne marchait sur elle, absolument aucune. Alors il voulait tenter une nouvelle technique, quelque chose qui résoudrait rapidement ses problèmes, qui la ferait aller mieux, au plus vite. Ralph Grinson essaie donc une nouvelle forme d'approche thérapeutique, une forme de psychanalyse très intensive. Il la voyait presque chaque jour de la semaine, et 3 ou 4 heures par séance. Marilyn prenait tout son temps. Il avait renvoyé ses autres patients et il ne consacrait plus son travail de thérapeute que à cette patiente unique. Et puis, de plus en plus souvent, le soir, on voit Marilyn Monroe arriver au domicile particulier des Grinson. Il a commencé à l'inviter à la maison, puis elle restait dîner, de la même manière qu'elle dînait chez les Strasberg. Il voulait faire de Marilyn un membre de la famille, parce qu'il pensait qu'elle avait besoin d'un modèle familial équilibré. C'était lui assurer, disait-il, un environnement propice à son épanouissement. Elle va habiter littéralement dans cette famille, ce qui contrevient quand même à toutes les prudences élémentaires d'un rapport du psychanalyste avec sa patiente. La relation entre Ralph Grinson et sa patiente va effectivement largement dépasser le strict cadre de la psychanalyse. Il était devenu son agent artistique, son agent financier. Il a conseillé dans ses relations amoureuses. Il était devenu la drogue principale de Marilyn. Elle l'appelait à toute heure du jour et de la nuit.
Dès qu'elle ne va pas bien, et c'est assez fréquent, il débarque chez elle. Il s'est passé entre eux ce qu'on appelle en psychiatrie une folie à deux, c'est-à-dire qu'au départ, ni l'un ni l'autre ne sont fous. Et puis la rencontre des deux produit entre eux une relation totalement passionnelle, de dépendance réciproque, de fusion dramatique, dans laquelle l'un et l'autre sont sortis détruits. Et pour mieux la contrôler, Greenson va également imposer à Marilyn un nouveau personnage, Eunice Murray, une gouvernante particulière. Eunice Murray, c'était donc quelqu'un que Greenson avait recruté, qui lui rendait compte de tous les mouvements, les allées et venues, les hommes que Marilyn rencontrait. Donc elle était un peu aussi une espionne. En fait, l'idée de Greenson était de garder Marilyn sous son aile et d'en faire sa propriété exclusive. Et c'est le thérapeute encore qui pousse Marilyn à acheter une maison en janvier 1962, à 2 pas de chez lui, dans le quartier de Brentwood. À Hollywood, elle n'a jamais eu de lieu, parce qu'elle a toujours vécu dans des hôtels. Il est très difficile de suivre la trace de tous les endroits, tous les canapés, tous les lits et lits d'appoint, toutes les couvertures d'appoint qui ont accueilli Marilyn, parce qu'elle ne pouvait jamais être seule. Cette maison devait lui permettre de s'ancrer quelque part, d'appartenir enfin à un lieu en particulier. C'est la petite orpheline qui tout à coup a une maison. Pourtant, Marilyn ne parvient pas à investir ce lieu. Il souligne encore un peu plus sa solitude. Ça va demeurer une maison un peu vide, malgré tout. Elle n'avait aucun meuble, juste un petit canapé et 2 chaises. Qui vit avec elle? Qui partage sa vie? Peut-être des amants de passage, peut-être un photographe par-ci, psychanalyste par-là, allez savoir, mais c'est une femme seule. Elle n'avait pas de famille. Elle n'avait d'affection de personne. Alors, parfois ça allait, mais parfois elle sombrait dans la dépression. Alors, pour échapper à ce silence, Marilyn passe des heures et des heures au téléphone. Elle ne pouvait pas dormir, alors elle appelait des gens. La relation avec les autres, c'était le téléphone. Elle avait un rapport névrotique au téléphone. Imaginez cette pauvre Marilyn qui passe des coups de fil à 4 heures du matin pour dire à quel point elle ne peut pas dormir, à quel point elle est faible, torturée, seule, désespérément seule. Elle a besoin de parler, elle a besoin qu'on l'écoute. Et puis, qu'elle sente, grâce à ces coups de fil, qu'elle existe encore. Marilyn est seule et elle ne tourne pas. Mais elle demeure une star aux yeux du monde. Et cette Marilyn-là doit parfois apparaître en public, en représentation. Nous sommes le 4 mars 1962. L'actrice est invitée à la cérémonie des Golden Globe Awards qui se tient au Beverly Hilton Hotel, à Los Angeles. Marilyn se doutait qu'elle allait recevoir le Golden Globe, décerné par la presse européenne. Elle arrive ce soir-là au bras de son amant du moment, un jeune inconnu rencontré quelques jours auparavant au cours d'un voyage à Mexico. Il était son escorte cette nuit-là. C'est peut-être la chose la plus incroyable qui lui soit arrivée de toute sa vie. Il était là, avec elle, il buvait, passait du bon temps avec les autres invités. Mais au moment de recevoir son prix, Marilyn crée la stupeur dans la salle. Quand elle monte sur scène pour aller le chercher, de manière évidente, elle n'est pas dans son état normal. On ne sait pas exactement ce qu'elle a pris. C'était probablement un mélange de pilules et d'alcool. Elle était dans un état indescriptible. Je ne sais même pas comment elle en est arrivée là. Tout le monde était dérouté et disait « Mon Dieu, comment peut-elle se présenter dans cet état ?» Titubante sur la scène, l'actrice n'est même pas en mesure de formuler les remerciements de rigueur. Finalement, la cérémonie qui est censée être retransmise à la télévision est annulée à la dernière minute parce qu'on ne veut pas montrer Marilyn dans cet état-là. Ce soir-là, toute l'industrie du cinéma hollywoodien pense que la carrière de Marilyn est terminée. Elle était tellement ivre qu'ils ont dû la faire sortir avant qu'elle ne s'écroule.
Je pense qu'elle était peu capable de faire face à tout ce qui allait avec le fait d'être une immense star. Tout le monde semble désormais s'accorder sur le fait que Marilyn Monroe n'est plus en état de travailler. Pourtant, son contrat avec la Fox l'oblige à tourner encore un film. Son titre, Something's Got to Give. Quelque chose doit craquer. Personne n'en a réellement envie, mais le studio hollywoodien a en fait dépensé tellement d'argent, des millions de dollars pour Liz Taylor dans Cléopâtre, qu'il espère rentabiliser au maximum le tournage avec Marilyn. Reste à savoir une chose, est-elle encore capable d'assumer tout cela? Marilyn se prête dans un premier temps normalement aux essayages de costumes pour le film. Pourtant, dès le premier jour du tournage, les choses s'engagent mal. Les acteurs Sid Charisse et Dean Martin sont là à 9h et ils attendent l'arrivée du premier rôle. Mais Marilyn ne viendra pas. Sur la feuille de présence, un seul mot à côté de son nom, il, malade. Dès les premiers jours, Marilyn ne se présente même pas sur le tournage, disant qu'elle est malade. Puis elle vient un jour ou deux, et puis plus rien. Et à nouveau, elle est malade. Marilyn est censée sauver le studio, et elle est malade. L'actrice vient quand même tourner quelques jours, toujours assistée de son inséparable coach Paula Strasberg. Mais ce film l'éloigne encore un peu plus du cinéma qu'elle rêve de faire. C'était un film que Marilyn n'aurait jamais fait. Elle détestait le scénario, elle le trouvait absolument stupide. Le désir de Marilyn d'apparaître comme une femme intelligente à l'écran, c'est surtout pas le problème de la Fox. Au contraire, ils veulent la cantonner dans cette image très très vendeuse de la blonde sexy, un peu pulpeuse, troublante, qui est la sienne. Le studio était en train de sombrer sous leurs yeux à cause de l'argent investi dans Cléopâtre. Il fallait bien que quelqu'un paye. Résultat, Marilyn Monroe semble une fois de plus prise au piège. Marilyn n'était pas respectée par le studio. Elle leur apportait beaucoup d'argent, alors que ça ne leur coûtait pas cher de l'engager. Elle gagnait $1 500 par semaine. Alors qu'au même moment, Elizabeth Taylor était payée $1 million pour Cléopâtre. L'actrice passe la plupart du temps enfermée chez elle, imposant à l'équipe ses absences répétées, et cela pendant tout le premier mois du tournage. Ça rend les gens fous de rester assis à attendre qu'une personne veuille bien arriver. On a déjà tourné toutes les séquences sans elle, tout est bloqué, on perd beaucoup d'argent tous les jours. Elle leur coûte des millions de dollars. Et le 17 mai 1962, Marilyn Monroe va à nouveau quitter le plateau en plein tournage. Mais ce jour-là, elle n'est pas malade. Elle est attendue à New York. Elle va quitter un film pour un autre film, mais qui est beaucoup plus important pour elle, parce que c'est un film de la vie. Hein. C'est l'anniversaire du président. Vous vous rendez compte, le président. Marilyn Monroe est invitée à chanter au gala d'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy. Et elle a décidé de s'y rendre, au risque d'une rupture de contrat avec son producteur, la Fox. Marilyn n'a pas le droit d'y aller, vraiment. C'est vraiment un défi à la Fox. Ça vaut tous les studios du monde, ça vaut tous les tournages du monde. Et c'est une Marilyn Monroe radieuse qui rentre à New York ce 17 mai pour préparer sa prestation. Pour elle, l'enjeu est immense. Quelques semaines plus tôt, la star a eu une aventure d'un soir, ou plus selon certains, avec le président des États-Unis. Il y a ceux qui prétendent que la relation avec John Kennedy dure depuis les années 50, quand lui est jeune sénateur et qu'elle est encore starlette à Hollywood. Elle a eu une liaison avec Kennedy. On sait qu'ils ont passé au moins une nuit ensemble en mars 1962 chez le chanteur Bing Crosby, où ils ont appelé des amis depuis leur lit. Quoi qu'il en soit, cette liaison semble donner un nouvel espoir à l'actrice. C'est un mythe absolu. Elle couche avec ce mythe. Elle est heureuse. Elle-même, elle est un mythe, mais évidemment, elle aime ça. Elle aime cet homme. Pas forcément pour ce qu'il est, mais pour tout ce qu'il représente. Je pense qu'elle a vraiment fantasmé sur Kennedy. C'est une petite fille qui rêve. Hein.
Et comme certains de ses rêves se sont réalisés, elle a rêvé d'être la femme du plus grand champion de baseball de toute l'histoire des États-Unis, elle l'a été. Hein? Elle a rêvé d'être une star de cinéma, elle l'est devenue. Elle peut avoir rêvé un instant qu'après tout, elle était la prochaine femme du président. Nous sommes le 19 mai 1962, il est 20h30. Le Madison Square Garden se remplit en attendant l'arrivée du président des États-Unis. Il y avait environ 17 000 démocrates aisés qui avaient payé pour assister à la cérémonie. Toute l'élite new-yorkaise et une bonne partie de celle d'Hollywood étaient là. Mais lorsque JFK arrive, on remarque d'emblée une absente à ses côtés. Jackie Kennedy ne vient pas. Elle part quand elle apprend que Marilyn va chanter. Et elle va dans son haras, en Virginie. Elle ne veut pas risquer une humiliation, elle ne veut pas risquer le ridicule. C'est une femme qui a un sens très précis quand même de sa position. Il n'est pas question qu'elle se confronte un instant avec la blonde. Donc elle n'est pas là. Et elle a raison d'ailleurs. Ce soir, sur scène, les plus grandes stars du moment vont chanter en l'honneur du président. C'était un merveilleux gala, où les plus grandes stars du show business se sont produites, dont 3 chanteuses de renommée mondiale. Maria Callas, Peggy Lee et Ella Fitzgerald. Mais lorsque vient le tour de Marilyn, comme toujours, la star se fait attendre. Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. Elle est annoncée au moins 4 fois, et puis elle ne rentre pas sur scène. Le pauvre Peter Lawford, qui était un peu le maître de soirée, il essayait de faire des blagues. A woman about whom it truly may be said she needs no introduction. But let me just say, here she is. Ça fait un moment qu'elle est dans les coulisses. Je pense qu'elle a pris son fameux mélange de barbiturique, de champagne et tout. À un moment donné, on la pousse sur scène, quoi. In the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Ce soir-là, à l'anniversaire de Kennedy, elle s'est dit « Je tourne une nouvelle page de ma vie ». Elle joue un truc énorme, quoi. Elle le sait quand elle va sur scène. Elle sait ce qu'elle va faire. Marilyn Monroe était là, dans une robe qu'on aurait dit peinte sur son corps. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Elle lui dit « Je t'aime ». Elle lui dit, mais elle lui dit plus que je t'aime. Elle lui dit, on couche ensemble. Tu es mon mec. Au moment où elle fait cela, elle est dans l'épanouissement total de sa personne et de son ego. Et là, elle se venge de tout. De tous les hommes passés, de tous les désastres, de tous les échecs, de toutes les humiliations, de son enfance, de tout. Everybody, happy birthday! Elle lui demande de chanter. Le truc le plus idiot,
et elle pervertit totalement ce petit refrain en faisant un moment, chaud, quoi. Vraiment chaud. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour rendre ce moment inoubliable. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Et pour le président, la déclaration publique de Marilyn est aussi une surprise. Il choisit d'y réagir immédiatement, avec humour. Thank you. I can now retire from politics after having had Happy Birthday sung to me in such a sweet, wholesome way. Marilyn le met dans une position qui, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan politique, est presque intenable. L'esprit et le sens de l'humour ont immédiatement pris le dessus. C'est pourquoi il a fait cette plaisanterie. Mais il était vraiment consterné. C'est quand même extraordinairement gênant. C'est en public, il y a des milliers de personnes. C'est un moment politique en plus, parce que c'est une levée de fonds pour la campagne. Et il y a cette irruption de toute autre chose. Et c'est là quand même que cette femme est à la fois cinglée et géniale. C'est-à-dire qu'elle se permet de dérégler la machine. L'actrice retrouve JFK à la fête qui suit la cérémonie. Personne ne sait les propos qu'ils échangent ce soir-là. La seule certitude, le président n'attache pas autant d'importance que Marilyn à cette relation. Marilyn Monroe, c'était l'une de ses conquêtes. Ça n'était pas la seule. Il y en a eu beaucoup d'autres, des célèbres et des moins célèbres. Comme tous les Kennedy, il voit une belle fille, il veut la sauter. Un point à la ligne. Il n'est pas un instant amoureux d'elle. Ça ne tient pas debout. Il n'est absolument pas épris de Marilyn Monroe. C'est un objet de sexe. Et on couche avec elle une fois, deux fois, trois, je ne sais pas. Comme il y en a eu d'autres, comme il y en aura d'autres. Et puis après, débarrassez-moi d'elle. Marilyn rentre à Hollywood. Elle va maintenant devoir faire face aux conséquences de son escapade new-yorkaise. Elle en prend conscience sur le plateau du tournage, le 1er juin 1962, le jour de ses 36 ans. Le fait est qu'elle est venue travailler ce jour-là. Et bien sûr, le studio voulait la faire travailler comme une bête. Mesure de représailles ou pas, le studio refuse en tout cas de perdre son temps en célébrant l'anniversaire de la star. La Fox a interdit qu'il y ait une petite fête pour l'anniversaire. Ils ne lui ont rien donné pour son anniversaire. Alors que pour l'anniversaire d'Elizabeth Taylor à Rome, il donnait un banquet sophistiqué et toutes sortes de cadeaux. Rien pour Marilyn. Pas de fête, pas de cadeaux, rien de rien. À ce moment-là, tout le monde détestait Marilyn Monroe. Quelques techniciens proches de Marilyn parviennent tout de même à organiser une petite fête à la fin de la journée. Sa doublure, Evelyn Moriarty, arrive finalement avec un gâteau qu'elle a trouvé à la pâtisserie du coin. Le studio n'a pas donné un centime pour le gâteau d'anniversaire. Et qui a payé pour le champagne? Les techniciens. Et les membres de l'équipe sont là, ils ont mis quelques bougies, et c'est tout. Marilyn souffle ses bougies dans cette atmosphère tendue. Mais sur cette photo, un parfum de magie se dégage, celle peut-être rêvée par l'actrice, à ce moment-là. Peu après, la star fait une apparition publique à un match de baseball organisé par une œuvre de charité. Et à 22h, elle rentre finir cette soirée seule, dans sa nouvelle maison. Vous imaginez la plus belle fille du monde, la plus photographiée au monde, passe son samedi soir seule dans cette petite maison de Brentwood. Elle n'a pas de famille. Et c'est la famille qui pense aux anniversaires souvent. Ou c'est les amoureux. Marilyn vient d'avoir 36 ans. Et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle vient aussi de vivre son dernier jour de tournage au cinéma. C'est la dernière fois qu'elle est devant une caméra. Elle n'est plus jamais retournée sur le plateau. Car le lundi suivant, Marilyn se porte à nouveau malade. De leur côté, les responsables du studio ont déjà décidé d'en finir avec cette actrice ingérable. Le 8 juin 1962, la Fox lui notifie son licenciement.
En allant chanter à l'anniversaire du président Kennedy, elle avait donné à la Fox la possibilité d'invoquer une clause dans son contrat pour la licencier. Elle est virée du film. Ça a fait la une des journaux, etc. Ils ont commencé à la poursuivre en justice. Marilyn Monroe vient donc d'être purement et simplement renvoyée par la Fox comme une mauvaise élève. Le studio lui demande en outre 500 000 $ de dommages et intérêts et cherche une actrice de remplacement pour reprendre au plus vite le tournage. Une humiliation insupportable pour celle qui, à peine quelques jours plus tôt, chantait devant les caméras du monde entier en l'honneur du président des États-Unis. Alors que tout le monde prédit une nouvelle fois sa chute, Marilyn va pourtant surprendre. Elle a décidé de mettre en place une belle opération de séduction. Dès qu'elle a appris son renvoi de la Fox, Marilyn a décidé de lancer une contre-offensive juridique, mais aussi médiatique. À la minute où ils l'ont renvoyée, où ils lui ont dit « tu es fini, tu ne travailleras plus jamais à Hollywood », elle a montré à ces crétins de quoi elle était capable. Elle sait combien les photographies l'ont rendue populaire. Alors, elle prend rendez-vous avec plusieurs photographes. Le but était de la montrer de manière positive. Et comment la montrer de manière positive? En la prenant en photo. George Barris a commencé à la photographier. Nous l'avons tous fait. Et avec le photographe, elle organise début juillet une séance sur la plage de Malibu, à Los Angeles. Elle était très amusante, très heureuse. Elle disait « George, je vais faire ça. Qu'en penses-tu? Tu veux que je fasse comme ça ?» Et elle sautait, elle se sentait bien. Elle était vraiment épanouie. Elle est en campagne pour retrouver son statut auprès du public, pour prouver que le studio a complètement tort et n'a rien compris. Et comme une provocation, Marilyn monte avec le magazine Life une couverture avec des photos prises pendant le tournage du film. Le magazine annonce en une « Un bain nu que vous ne verrez jamais » à l'écran. Marilyn savait ce qu'elle faisait, elle était intelligente. Elle voulait s'assurer que la semaine de la sortie des photos de la piscine, Elizabeth Taylor disparaîtrait totalement des couvertures de magazines. Elle ne voulait voir Elizabeth Taylor nulle part, pour montrer au studio que c'était elle qui avait le pouvoir. Elle était soudain le sujet le plus chaud du pays. Marilyn a gagné la bataille médiatique. Et le 1er août, elle remporte aussi la bataille juridique. La Fox voit que c'est une actrice incontrôlable, mais en même temps une star qui a une telle aura qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Et la Fox n'a pas eu d'autre choix que de la supplier de revenir au studio. Le 1er août, elle a signé un contrat très avantageux pour elle avec la Fox. Elle est dans un combat et elle gagne. C'est rare de gagner contre une grande maison de production, surtout comme la Fox. Elle gagne. Elle gagne, et le tournage de Something's Got to Give doit reprendre en septembre. Et cela dans les conditions choisies par l'actrice, avec un nouveau réalisateur et un salaire conforme à son statut. 3 jours après cette victoire, le samedi 4 août 1962 commence une journée ordinaire dans la vie de Marilyn. C'est plutôt une journée tranquille. Elle se lève relativement tôt. Elle n'est pas seule chez elle, puisqu'il y a sa gouvernante et son amie attachée de presse, Pat Newcomb, qui est présente. En fait, elle va plutôt à des occupations domestiques, gérer la maison, réceptionner des colis, des fleurs, des plantes qu'elle avait commandées. Dans la matinée, elle reçoit aussi le photographe Lawrence Schiller, avec lequel elle a de nouveaux projets. Je l'ai vu dans son jardin. On a parlé d'une nouvelle session photo, pour Playboy cette fois-ci. On se demandait s'il fallait qu'elle fasse la une du magazine ou la 4e de couverture. Comme chaque jour, Marilyn Monroe voit son psychanalyste dans l'après-midi, et ce jour-là, la séance a lieu chez elle. On sait que son psychiatre est passé la voir, qu'il est resté un moment avec elle. La dernière personne à l'avoir vue a peut-être été Ralph Greenson. Et ce serait vers 7h moins le quart. 7h. Le psychiatre quitte la maison au début de soirée. Il trouve Marilyn
angoissé, et il ne veut pas qu'elle reste seule. Ce soir-là, la gouvernante est restée dormir en fait. Il lui a été demandé par le psychiatre de rester dormir chez elle. Et vers 19h, Marilyn se retire seule, dans sa chambre. Elle a tiré le téléphone jusqu'à sa chambre, elle s'est enfermée. On sait qu'elle a pris un appel du fils de Joe DiMaggio. Cet appel est très important parce qu'elle était très heureuse au moment où elle l'a pris. Est-ce que cela signifie qu'elle allait se remarier avec Joe DiMaggio père? Est-ce que cela signifie qu'elle avait résolu ses problèmes? Qu'elle était arrivée au terme de sa quête? Est-ce que cela signifie qu'elle était euphorique à cause des drogues, des amphétamines? L'actrice reçoit apparemment un autre coup de fil en début de soirée. Il y aurait aussi Peter Lawford, donc, qui était un acteur ami de Marilyn, qui l'avait invité à un dîner chez lui et auquel elle a répondu qu'elle ne se rendrait pas. Et au petit matin du dimanche 5 août 1962, le poste de police de Los Angeles reçoit un appel du quartier résidentiel de Brentwood. L'appel disait que Marilyn était morte et des officiers de police ont été envoyés sur place à sa maison pour vérifier si cet appel était sérieux ou pas. Quelques minutes après, les policiers pénètrent dans la propriété de Marilyn Monroe. La première image, c'est le corps de cette femme sur son lit, à moitié nue, avec autour d'elle, il n'y a pas d'autre mot que le bordel, c'est-à-dire un désordre inouï. Des pilules, des flacons, des petits manuscrits. Marilyn Monroe vient d'être retrouvée morte à 36 ans, dans la chambre de sa villa. Dans sa chambre, il n'y a presque rien. Il y a un matelas qui est posé par terre. Il n'y a pas de sommier. Et les murs sont blancs. C'est très nu, très dépouillé. À 5h30 du matin, le corps de l'actrice est emmené à la morgue pour une autopsie. Le 5 août 1962, l'Amérique se réveille avec l'annonce de la mort de Marilyn Monroe. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. Comment Marilyn Monroe est-elle morte? Une enquête de police est immédiatement lancée pour comprendre ce qu'il s'est passé dans la nuit du 4 au 5 août. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout est entouré de mystères. Quand en plus cette femme a été la maîtresse du président des États-Unis en exercice, la première chose que font les services dans n'importe quel pays, démocratique ou pas, c'est d'effacer toutes les traces des documents écrits, on les relevé d'écoute parce qu'elle était sur écoute. La première personne que les policiers interrogent est Eunice Murray, la gouvernante, présente dans la maison ce soir-là. Elle raconte avoir découvert le corps de Marilyn dans la nuit et alerté immédiatement le docteur Grinson. Une fois sur place, c'est le psychanalyste qui a lui-même appelé la police vers 3h30 du matin. Il est quand même fort probable qu'on ait su qu'elle était décédée aux alentours de 22h et que pendant ce laps de temps, des gens ont été contactés. Quand une star de cinéma, avec un contrat colossal, est soudain retrouvée morte sur le sol, de nombreuses personnes doivent être consultées et beaucoup de choses doivent être mises au point avant que l'affaire ne fuite. Il se serait donc écoulé plusieurs heures entre le décès de Marilyn Monroe et l'arrivée des policiers à son domicile. Ce laps de temps et les incertitudes sur le déroulement exact de la soirée ont laissé planer un doute sur les causes de sa mort. On n'a pas beaucoup de témoignages crédible en fait sur cette journée, dans le sens où Eunice Murray, la gouvernante, a changé plusieurs fois quand même de version. Première incertitude sur le témoignage de la gouvernante, elle affirme avoir été intriguée par la lumière restée allumée dans la chambre de Marilyn. Comment
La gouvernante a-t-elle pu voir de la lumière sous la porte, puisqu'il y avait une moquette très très épaisse qui empêchait la lumière de filtrer. Deuxième incohérence. Eunice Murray aurait trouvé la porte de la chambre de Marilyn fermée à clé et le docteur Grinson aurait alors dû briser une vitre pour y accéder depuis l'extérieur. Le problème, c'est que Marilyn ne fermait jamais ses portes à clé. Comme beaucoup de gens qui sont toxicomanes, elle ne supportait pas la lumière du jour. Mais on fermait sûrement pas sa porte, non. 12 jours après le décès de la star, le 17 août 1962, le médecin légiste donne une conférence de presse devant les médias du monde entier pour rendre les conclusions de l'autopsie. Miss Monroe has suffered from psychiatric disturbance for a long time. On more than one occasion in the past, when disappointed and depressed, she had made a suicide attempt using sedative drugs. Passait son temps à multiplier les ordonnances auprès de médecins différents pour s'approvisionner en sédatifs. The final toxicological report reveals that the barbiturate, previously reported as a lethal dose, has been positively identified as Nembutal. The toxicologist discovered, in addition to the Nembutal present, a large dose of chloral hydrate. On a retrouvé quand même dans son corps de très fortes quantités de barbiturique. Elle est morte d'une overdose de Nembutal mêlée à de l'hydrate de chloral. C'est un peu comme jeter du kérosène sur un incendie. Ajouté au fait qu'elle avait aussi beaucoup bu. It is my conclusion that the death of Marilyn Monroe was caused by a self-administered overdose of sedative drugs and that the mode of death is probable suicide. La conclusion du rapport d'autopsie, c'est suicide probable. Suicide probable, car le rapport d'autopsie n'apporte pas vraiment de réponse à une question essentielle. Comment Marilyn Monroe a-t-elle ingéré cette quantité fatale de barbiturique? Était-ce un lavement? Était-ce une piqûre? L'a-t-elle ingérée elle-même? Peut-elle l'avoir ingérée elle-même? Il n'y avait pas de verre à côté de son lit. Des questions, des zones d'ombre, qui ont laissé apparaître l'hypothèse d'un assassinat. Parmi les premiers suspects, des amants de Marilyn Monroe. Et en tout premier lieu, un homme, le président des États-Unis. Le camp des conspirationnistes pense que les Kennedy, parce qu'elle était dérangeante, parce qu'elle se rêvait en First Lady, parce qu'elle pouvait révéler des secrets, parce qu'elle pouvait compromettre la réélection de Kennedy, l'auraient fait disparaître. La relation de Marilyn Monroe avec Frank Sinatra a aussi fait penser à un meurtre commandité par la mafia. Marilyn, elle est dans la bande à Frank Sinatra, elle est dans la bande à Peter Lawford, qui est le beau-frère des Kennedy, et tous ces gens sont quand même assez proches des milieux mafieux. Elle peut les avoir trahis d'une manière ou d'une autre, ou ils peuvent l'avoir trahi, mais cela devient de la spéculation dès qu'on parle de mafia. De la spéculation, car aucune de ces thèses n'a jamais été prouvée. Ce soir du 4 août 1962, Marilyn a tout simplement pu mourir accidentellement. À chaque fois qu'elle prenait des comprimés et buvait, elle mettait sa vie en danger. Elle jouait avec la mort, comme à la roulette russe. Elle savait que si elle prenait 7 comprimés de telle sorte, cela la tuerait. Alors elle s'arrêtait à 6. Je pense que Marilyn n'a plus eu conscience du nombre de comprimés qu'elle avait pris. Elle était au téléphone, elle buvait, prenait 2 comprimés. Probablement, elle s'est endormie dans un semi-coma. Et sortie de ce sommeil, elle a repris des comprimés. Et c'était fini. Qu'on me prouve un jour, je veux bien, qu'elle a été suicidée, avec des piqûres dans les fesses, les agents de l'FBI, Bobby Kennedy qui arrive en hélicoptère, tout ça, c'est du roman. Pour moi, c'est du roman, c'est de la blague. C'est la fin d'une femme malheureuse, malade, abandonnée, autodétruite, paranoïaque, et qui ce soir-là a pris les 3 ou 4 pilules de trop. Elle est morte comme elle l'avait écrit dans ses carnets. Elle avait dit « Moi, je suis le genre de fille qui mourra un jour dans des draps sales, seule et abandonnée. » I would like to be happy, but who's happy? I think trying to be happy is almost as difficult as
trying to be a good actress. Le 8 août 1962, en début d'après-midi, les funérailles de l'actrice ont lieu dans le très discret cimetière de Westwood Village, en plein centre de Los Angeles. C'est derrière des immeubles de bureaux. Personne ne peut imaginer qu'il y a là un cimetière. À l'époque, c'était un petit cimetière en fait. C'était pas du tout le cimetière des stars. C'était très très calme. La marche depuis la chapelle, pas de musique, rien d'extraordinaire. Ce qui surprend d'abord ce jour-là, ce sont les grands absents de cette cérémonie. C'est quand même une idole mondiale, Marilyn Monroe. C'est d'autant plus surprenant qu'il n'y ait pas au moins la communauté d'Hollywood, d'abord, avec les producteurs, les patrons de studio, les comédiens ou les comédiennes qui ont travaillé avec elle, qui ont joué à ses côtés. Frank Sinatra ne vient pas. Dean Martin ne vient pas. Les personnes les plus importantes, celles qui ont gagné de l'argent grâce à Marilyn Monroe, aucune d'entre elles ne vient. Tout ce qui est proche ou même lointain de ce qu'on peut appeler la galaxie Kennedy, ils ne viennent pas. On ne va pas voir un seul représentant de cette famille avec laquelle elle a quand même eu un rapport particulier. Ce jour-là, pas de famille, pas de vedette hollywoodienne, pas vraiment d'amis non plus. On ne retrouve que quelques personnes, celles qui l'ont accompagnée dans les dernières années de sa vie. Son coiffeur vient, ses maquilleurs viennent, son chauffeur aussi. Les gens qui étaient proches d'elle alors qu'elle se débattait avec la vie sont venus. Quelques figures clés de la vie de la star aussi. Ralph Grinson et sa famille. Et puis Lee et Paula Strasberg, à qui l'actrice a légué tous ses biens. C'est des gens qui représentaient un ancrage et une famille. Enfin, de ses 3 ex-maris, seul Joe DiMaggio est présent. Lui, il est là, c'est vrai. Mais les autres hommes qui ont joué un rôle dans sa vie et dans la vie desquels elle a joué un rôle, ils ne sont pas là. Arthur Miller, lui, ils étaient divorcés. Je pense qu'il n'a pas souhaité être présent à l'enterrement et puis c'était pas souhaitable qu'il le soit. DiMaggio était le meilleur de ses maris. Il est celui qui l'a vraiment aimée, qui a vraiment pris soin d'elle. Les funérailles de Marilyn ont été volontairement restreintes. Elles ont été barricadées. DiMaggio avait placé des gardes et des policiers, et il fallait des accréditations spéciales pour y assister. Il semble que Joe DiMaggio ne voulait pas laisser entrer à cette cérémonie les gens dont il pensait qu'ils avaient un lien avec la mort de Marilyn. La vie de Marilyn, de sa naissance jusqu'à sa mise en terre, c'est un moment d'effrayante solitude. C'est un moment où il n'y a personne. Le travail d'actrice de Marilyn, ou ce qui transparaissait d'elle à l'écran, n'avait pas grand-chose à voir avec sa personnalité. Il y a toujours eu cette terrible séparation entre ce qu'elle était et ce qu'elle était supposée être. C'était le fléau de son existence, cette séparation entre les deux. Elle n'a jamais pu réunir ces deux parties d'elle-même. C'était impossible. Quelle histoire, quelle énigme. Un demi-siècle après sa disparition, Marilyn reste aujourd'hui encore une icône absolue. Il ne se passe pas une année sans que partout dans le monde, un livre, des témoignages, des documents alimentent le mythe. Et des groupes de fans, des chercheurs continuent même d'enquêter sur ces dernières heures, chacun d'entre eux espérant peut-être y trouver les réponses même de son existence. Enfin, qui aujourd'hui encore a la réponse à ces questions vertigineuses ? Pourquoi elle ? Pourquoi n'a-t-elle jamais trouvé la paix avec elle-même ? Et pourquoi personne n'a pu la remplacer dans l'imaginaire ? Là est aussi tout le mystère de Marilyn. Merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour un destin.